Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Avec la saison automnale, le Parlement prépare l'examen du budget. À cette occasion, tous les ministères présentent leur feuille de route pour l'année à venir. Aujourd'hui, nous allons suivre l'audition de Franck Riester, le ministre de la Culture. Il s'agit de son premier budget depuis le départ l'an dernier de Françoise Nyssen. Son budget est relativement stable. Principale évolution depuis l'an dernier, le budget accordé au patrimoine, il augmente de 10% pour atteindre 92 millions d'euros. Cette hausse budgétaire est principalement compensée par la baisse de la dotation à l'audiovisuel public. Une hausse du budget du patrimoine liée à la prise de conscience après l'incendie de Notre-Dame que certains pans entiers de notre patrimoine sont particulièrement vulnérables. Allez, direction la salle René Monory pour suivre cette audition préparée par Louis Mollier-Sabet et Alice Bardot. Ce projet de loi de finances s'inscrit, vous le savez, notamment dans le projet de transformation de l'action publique porté par le président de la République et le Premier ministre. Une transformation qui doit nous conduire vers plus de clarté, plus de lisibilité, plus de résultats aussi. Nous considérons que nos concitoyens doivent ressentir concrètement dans leur vie quotidienne les effets de notre action. Cela vaut aussi, bien évidemment, en matière culturelle. Et le budget de la culture, pour l'année qui vient, en est, il me semble, l'illustration. Au total, plus de 15 milliards d'euros seront consacrés aux politiques culturelles dans le budget de l'État. Cela inclut les dépenses fiscales et le budget dédié à la culture dans les autres ministères, bien sûr, et évidemment les moyens qui relèvent directement du ministère de la Culture lui-même. Et en 2020, ils s'élèveront, ces moyens-là, à 8,2 milliards d'euros. Mon ministère bénéficiera cette année de moyens en hausse de près de 70 millions d'euros par rapport à 2019. 40 millions d'euros de crédits supplémentaires sur les programmes dont j'ai la responsabilité et 30 millions d'euros venant du programme des investissements d'avenir. Dans le contexte budgétaire que nous connaissons, c'est un choix politique, un effort qui nous oblige donc à la cohérence, à la transformation et aux résultats. Pour cela, il faut se définir quelques priorités. C'est donc un budget au service de l'émancipation citoyenne, au service de la cohésion et de l'attractivité des territoires, au service des artistes et des créateurs et au service de notre souveraineté culturelle. Émancipation donc des citoyennes et des citoyens qui, à notre avis, passe d'abord par la généralisation de l'éducation artistique et culturelle. Nous en ferons une réalité pour tous les enfants jeunes de 3 à 18 ans, comme le président de la République s'y est engagé. Vous savez, c'est le fameux 100% EAC. Mais l'émancipation artistique et culturelle ne commence pas à 3 ans. Vous savez que nous travaillons à l'éveil par la culture et ne s'arrête pas à 18 ans. Elle dure toute la vie. Elle concerne l'ensemble des personnes, quelle que soit leur situation, leur âge ou leur lieu de vie, bien évidemment. C'est pourquoi nous créerons une nouvelle direction dédiée au pilotage de la politique de transmission et d'émancipation par les arts et la culture au sein du ministère de la Culture. C'est des missions qui étaient jusqu'alors au sein du secrétariat général et que nous transférons dans une nouvelle direction dédiée qui s'occupera aussi de recherche, d'innovation, de réflexion autour de l'accès à la culture, de compréhension et de suivi des publics. C'est aussi en ce sens que le Premier ministre a confié une mission à la députée Aurore Bergé auprès de moi. Cette mission vise à mieux définir les contours, principes d'action et moyens de la politique d'émancipation artistique et culturelle pour tous les âges. Cette émancipation, vous le savez, nous l'encourageons aussi par le Pass Culture, qui vise à donner aux jeunes la liberté et l'autonomie de tracer leur propre chemin culturel. Je sais que le groupe de travail présidé par Jean-Raymond Hugonet suit l'évolution de cette politique de très près. Le Pass Culture était d'abord une idée, 500 € à 18 ans pour accéder à des offres culturelles. Et nous sommes en train d'en faire une réalité, je dirais presque augmentée, puisqu'il s'agit d'une application géolocalisée qui permet de référencer les offres culturelles de proximité, en tout cas géolocalisées, et de permettre à ces jeunes donc de bénéficier de 500 € pour accéder à ces offres ou à ces pratiques culturelles. C'est en expérimentation, comme vous le savez, auprès de 150 000 jeunes, dans 14 départements. Et nous avons franchi une nouvelle étape en lançant en juillet la Société du Pass Culture, société de statut privé qui a pour mission de piloter ce Pass Culture et de le mettre en œuvre d'une façon très concrète.
L'an prochain, 10 millions d'euros de plus, soit un total de près de 40 millions d'euros, nous permettront d'aller encore plus loin pour multiplier encore les jeunes éligibles. Nous ouvrirons l'expérimentation à nos nouveaux territoires aussi et nous apporterons sans cesse de nouvelles améliorations. En tout, plus de 200 millions d'euros seront consacrés, non pas seulement au pass culture, mais à favoriser l'accès de tous à l'art et à la culture. L'émancipation citoyenne passe aussi par l'accès à une information plurielle et de qualité. C'est l'enjeu, bien évidemment, du plan de transformation de l'agence France Presse, que l'État soutient avec 6 millions d'euros supplémentaires en 2020 dédiés à l'AFP. C'est aussi l'objet de la révision de la loi Bichet. Je n'oublie pas que c'est ici, Madame la Présidente, au Sénat, qu'avait commencé son examen et que son vote, Monsieur le rapporteur, avait permis un engagement très fort du Sénat au service de cette réforme de la distribution de la presse écrite. Cette révision qui modernise le système actuel sans casser les acquis du système. Elle préserve les grands principes qui régissent le secteur depuis 1947, l'accès à la presse d'information politique et générale dans sa diversité, au réseau des points de vente, et dont l'accès pour nos concitoyens aussi à une diversité de publications dans tous les territoires, et notamment dans les territoires ruraux. Encore merci, Monsieur le rapporteur, cher Michel, du travail que vous avez réalisé avec les membres de cette commission. C'est aussi l'émancipation, l'objectif du plan d'éducation aux médias et à l'information qui sera doté de 3 millions d'euros l'an prochain. Ce plan vise en priorité les jeunes publics et se traduira concrètement par des actions dans les bibliothèques, dans les écoles et par un soutien aux associations engagées sur ce sujet. Deuxième priorité de mon budget, faire des arts et de la culture des leviers de cohésion et d'attractivité de nos territoires. Pour cela, il nous faut avant toute chose renouveler, moderniser et réinventer les services publics culturels de proximité, en tout cas l'action culturelle de proximité de l'État, en l'adaptant aux nouveaux usages, aux nouvelles attentes, aux nouveaux désirs de nos concitoyens et des élus qui portent, et des associations qui portent ces politiques publiques. Alors nous mettons en place un certain nombre de dispositifs. Vous savez que je suis très convaincu de la pertinence des microfolies et donc nous renforçons le déploiement des microfolies. Nous allons l'accélérer donc pour atteindre 1000 microfolies d'ici à 2022 dans tous les territoires. Nous concentrerons nos efforts sur les territoires les moins dotés en équipement et nous en fixons notamment l'objectif d'en ouvrir 200 en zone rurale. Pour y parvenir, le ministère de la Culture consacrera en 2020 3 millions d'euros et c'est autant qu'en 2019. Nous continuerons, comme en 2019, à aider les bibliothèques à ouvrir plus, à offrir plus. Vous le savez, c'est aussi issu du rapport d'Éric Orsenna, qu'elles ne soient pas seulement des lieux de lecture, mais aussi des lieux de culture et tout simplement peut-être des lieux de vie. J'ai été récemment visiter la bibliothèque de Dunkerque, qui est de ce point de vue vraiment une référence dans ce qu'est demain l'objet bibliothèque, l'objet médiathèque, lieu de lecture, lieu de culture et lieu de vie. Et donc nous allons mettre des moyens de nouveau renforcés pour ces bibliothèques, tête de pont de la culture dans les territoires, avec des moyens dédiés au volet Ouvrir Plus qui seront pérennisés. Et c'est des moyens qui permettent aussi de construire des bibliothèques ou de les restaurer, de les agrandir, de les moderniser, à hauteur de 88 millions d'euros. Il y avait eu 8 millions d'euros de plus l'an dernier, qui s'ajoutaient aux 80 millions. On est à 88 millions sur cette partie-là. Et on a 4 millions supplémentaires l'année prochaine pour la partie Offrir Plus. Donc c'est en tout 92 millions d'euros qui sont mobilisables pour les bibliothèques par l'État au service des projets des collectivités territoriales. En outre, le ministère confortera le financement des structures, bien sûr, labellisées de diffusion de la création, nos fameux labels qui maillent le territoire et qui sont une des forces de nos politiques culturelles en matière de création et de diffusion de ces créations. Afin de renforcer la capacité de décision et les moyens des services déconcentrés du ministère, près de 60 dispositifs seront déconcentrés au plus près des réalités du terrain. Au-delà des programmes, des priorités d'intervention du ministère, il y a l'organisation même du ministère dans les territoires qui est importante à prendre en compte. Et donc nous avons travaillé depuis quelques mois maintenant, avec une accélération ces dernières semaines, avec les équipes, dans les DRAC, dans les directions générales, pour pouvoir assurer la
déconcentration de 60 dispositifs. Je pense par exemple à la réalisation des centres culturels de rencontre, à celle des villes et pays d'art et d'histoire, ou encore à l'octroi des aides aux compagnies et aux festivals. Alors nous continuons de travailler pour aller jusqu'au bout je dirais, de la précision, pour notamment voir jusqu'où on va dans la déconcentration. Je suis assez sensible à ce qui m'a été exprimé d'un certain nombre de personnes sur la nécessité de garder au niveau national peut-être un certain nombre de nominations ou de labellisation, de primo-labellisation, parce que c'est important qu'on s'assure d'abord de la cohérence des politiques nationales, et ça peut être un symbole fort de cette pérennité, de la vision nationale de l'organisation des politiques culturelles dans ce pays. Mais nous devons être au service des territoires, des élus, des associations, des artistes, des acteurs qui sont dans nos territoires, qui sont dans nos villes, dans nos campagnes, dans les territoires ruraux, plus urbains, et notamment en ce qui concerne le patrimoine, car c'est dans les territoires que vit la culture, que les initiatives se créent, et que la culture bat. Et c'est tout particulièrement notre patrimoine dont il est question. En 2020, pas moins d'1 milliard d'euros sur le budget du ministère de la Culture iront à la restauration des monuments historiques, aux musées, à l'archéologie, aux archives et à l'architecture. J'ai voulu mettre ce chiffre-là sur la table parce que c'est un chiffre important, c'est un budget important. Ce n'est pas que les monuments historiques, mais évidemment l'archéologie, les musées, les archives, l'architecture, tout ça constitue le patrimoine. 970 millions d'euros sur le programme 175 patrimoine et 30 millions d'euros de mobilisation du programme d'investissement d'avenir. Les crédits consacrés à l'entretien et à la restauration des monuments historiques seront en hausse de 7 millions d'euros et atteindront 338 millions d'euros. Cette hausse sera permise par la trajectoire financière du Louvre notamment, avec lequel une expérimentation est lancée dès 2020 afin d'assouplir le pilotage de la masse salariale, donner les moyens au Louvre de mieux s'organiser en ayant moins de contraintes d'organisation de ses équipes, et notamment, vous savez, de ces fameux plafonds d'emploi qui lui permettra, à n'en pas douter, de développer son activité. Cette expérimentation concernera également le château de Versailles à partir de 2021. Au travers des souplesses qui seront mises en place et inscrites dans les contrats de performance passés avec l'État, ces établissements pourront, d'une part, enrichir et diversifier leur offre culturelle et améliorer l'accueil des publics, et on sait que c'est une question importante, et d'autre part, consolider leur trajectoire financière en augmentant les ressources propres, encore, par le développement de nouvelles activités. Le Louvre verra en conséquence sa dotation diminuer de 11 millions d'euros en 2020, redéployée en faveur des monuments historiques. Et le ministère sera ainsi en mesure de soutenir les investissements du Centre des monuments nationaux en faveur des monuments historiques dans les territoires, pour 3 millions d'euros, poursuivre la montée en puissance à hauteur de 5 millions d'euros nouveaux du fonds incitatif en faveur des communes à faibles ressources. Ça, c'est un point important. Vous savez que depuis quelques années, nous souhaitons renforcer ce fonds spécifique. Ça sera 5 millions d'euros en 2020. Et financer à hauteur de 2 millions d'euros un plan de sécurité incendie pour les cathédrales, 87 cathédrales classées appartenant à l'État. C'est une initiative, vous vous rappelez, que j'ai prise après l'incendie de Notre-Dame, en lien avec d'ailleurs ce que certains d'entre vous me disaient. Et donc c'est tout à fait, je crois, pertinent, et cet audit est finalisé. Et les plans d'action en lien avec les DRAC sont en train d'être établis pour permettre à ces éventuels travaux d'être réalisés pour monter en puissance en termes de sécurité incendie. Si les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale ne sont pas dans le budget, c'est parce qu'ils seront intégralement financés, enfin de la cathédrale de Paris bien sûr, Notre-Dame de Paris, par la souscription nationale dédiée, conformément aux discussions que nous avons eues et conformément à la loi que vous avez adoptée. À ce sujet, j'ai annoncé la semaine dernière que plus de 920 millions d'euros, 922 millions d'euros en l'occurrence, de promesses de dons nous sont parvenus. Sur ces 922 millions d'euros, 110 ont déjà été effectivement récoltés et 69 millions reversés à l'État. Ces 40 millions de travaux qui ont été engagés, on estime 87 millions les besoins totaux pour la sauvegarde de Notre-Dame, puisque vous savez qu'il reste encore à démonter l'échafaudage et à retirer les gravois qui sont encore sur l'extrados des voûtes de Notre-Dame de Paris.
Autre grand projet de restauration patrimoniale, celle du château de Villers-Cotterêts, pour y installer la cité internationale de la langue française. Comme s'y est engagé le président de la République, nous lui rendrons sa splendeur et en ferons donc une cité internationale de la langue française. Nous y consacrerons 43 millions d'euros l'an prochain, dont 30 millions d'euros issus du programme d'investissement d'avenir. Ces mesures démontrent l'importance que le gouvernement attache à cette priorité qu'est la sauvegarde de notre patrimoine commun sur tous nos territoires. La proposition de loi de Dominique Vérien, que vous avez adoptée la semaine dernière et dont vous êtes le rapporteur, cher Jean-Pierre Leleux, va aussi dans ce sens. Voilà pourquoi nous avons soutenu le rehaussement du seuil des communes concernées par le label de la Fondation du patrimoine de 2 000 habitants à 20 000 habitants. J'ai dans le budget, pour moi les chiffres, c'est que des euros. De 2 000 habitants à 20 000 habitants, avec un soutien financier, bien évidemment, pour accompagner les conséquences de ce rehaussement en matière fiscale. Troisième priorité de ce budget, placer les artistes et les créateurs au cœur de nos politiques culturelles. Je veux qu'ils soient mieux accompagnés tout au long de leur parcours. Et ce budget en est l'illustration. Les dispositifs, rappelez-vous, du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle, le fameux Fonds PEPS, ont été simplifiés et rendus plus incitatifs. Le fonds montera en puissance et moyens progresseront de 5 millions d'euros l'an prochain. Le dispositif de compensation de la hausse de la CSG aussi pour les artistes, auteurs, sera pérennisé. Et la politique de résidence sera réorientée et amplifiée. Elle bénéficiera en tout de 14,2 millions d'euros en 2020. Accompagner les créateurs tout au long de leur parcours implique aussi de lutter contre la précarité et voire la précarisation des artistes. J'ai confié donc, vous le savez, une mission à Bruno Racine qui est en train de finaliser ses travaux. Une mission prospective, pluridisciplinaire, sur l'auteur et l'acte de création. Elle doit nous permettre de trouver le cadre le plus favorable à l'épanouissement de la création, de la diversité culturelle pour les prochaines années, pour remettre les artistes au cœur non seulement des politiques culturelles, mais de la société. Il me rendra ses conclusions et ses propositions d'ici la fin de l'année. Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler à votre disposition pour ce faire. Accompagner les créateurs dans leur parcours suppose de les accompagner dès la formation aussi, bien sûr. En 2020, nous investirons 8 millions d'euros en faveur des établissements d'enseignement supérieur du ministère. Accompagner les créateurs, je le disais, c'est aussi accompagner les grands équipements de diffusion de la création. 6,5 millions pour la poursuite du projet de la Cité du Théâtre, 6 millions d'euros pour le Centre national des arts plastiques et du mobilier national à Pantin. Cette année, nous mobiliserons plus encore qu'auparavant les réserves financières de nos opérateurs afin de compléter les financements dans une logique de responsabilité vis-à-vis du redressement des comptes publics. Les établissements qui ont des réserves de l'autofinancement disponibles doivent le mobiliser au service de ces travaux. Accompagner les artistes, cela implique aussi d'accompagner non seulement la création de la diffusion, mais aussi la structuration des industries créatives et culturelles. Et nous les accompagnerons. Vous le savez, ça a été annoncé par le président de la République. Nous les accompagnerons par le renforcement des prêts participatifs, gérés par l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, l'IFSIC, par le fonds d'investissement de 225 millions d'euros. 225 millions d'euros, gérés par BPI France, au service de ces industries culturelles et créatives, annoncé donc en mai par le président de la République. Et ces deux outils sont d'ores et déjà opérationnels et mobilisables par les entreprises. Ces 225 millions permettent de renforcer capitalistiquement, en fonds propres, ces entreprises pour leur développement. Et on sait que ce sont souvent des entreprises en plein développement, le fameux process start-up. Et donc, ils ont besoin d'avoir des fonds propres. Et ces fonds propres sont là, à leur service, pour développer ces entreprises et ce secteur. Nous les accompagnerons enfin dans le développement international, dans le cadre d'un partenariat renforcé avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous travaillons beaucoup avec Jean-Yves Le Drian et ses équipes à ce sujet. Nous lancerons prochainement les États généraux des industries culturelles et créatives, avec donc le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et bien sûr avec le ministère de l'Économie et des Finances. Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire et moi-même sommes mobilisés pour ce faire. Plus spécifiquement, nous accompagnerons le secteur musical, bien sûr, avec la création du Centre national de la musique. Il y a quelques jours, le Parlement, monsieur le rapporteur, a définitivement adopté la proposition de loi qui rend possible sa création, et je vous en remercie. Et je crois même que c'est aujourd'hui la promulgation de la loi
Donc c'est un beau signal que ce soit le jour de mon audition ici au Sénat. Alors je vous salue bien sûr, cher Jean-Raymond, pour avoir contribué avec vous tous à renforcer, compléter, améliorer le texte et de lui avoir permis d'être voté très largement, voire presque unanimement par le Sénat. Cette maison commune de la musique, elle a longtemps été un projet. En 2020, nous en ferons donc une réalité. Hier, je décorais Alain Chamfort, qui avait travaillé avec moi il y a 9 ou 10 ans sur le projet de Centre national de la musique. Et il a eu des mots formidables, non seulement pour le partenariat que j'ai pu avoir avec lui, mais aussi pour l'engagement du Parlement. Et lui, qui est très engagé avec les auteurs depuis des années, notamment à la SACEM, a eu les mots qu'il fallait pour reconnaître qu'il y avait eu un engagement fort, non seulement du gouvernement, mais du Parlement, pour créer cette maison commune. Comme je vous l'avais dit, nous avons pris nos responsabilités. Nous allons mettre des budgets complémentaires pour accompagner la création de ce Centre national de la musique. C'est 7,5 millions dès 2020 qui seront mobilisés, nouveaux, pour faire vivre et développer les missions du Centre national de la musique, qui s'ajouteront encore d'autres budgets en 2021 et 2022 pour aller en 2 ou 3 ans, plutôt 3, à 20 millions d'euros complémentaires pour le Centre national de la musique. Ces crédits ont vocation à monter en charge, donc, mais ces efforts supplémentaires dès l'année prochaine conduisent à un budget public consacré au secteur au sein du Centre national de la musique à hauteur de 50 millions d'euros pour la première année d'existence. 7,5 millions donc de moyens nouveaux auxquels il faut rajouter la taxe sur les billetteries des spectacles musicaux, 35 millions d'euros, et aux subventions qui étaient déjà versées aux différents organismes ayant vocation à se fédérer au sein du Centre national de la musique pour 8 millions d'euros. Et à ces montants viennent s'ajouter les contributions directes du secteur, en particulier les organismes de gestion collective, les fameuses OGC. Je les invite, et je leur ai dit personnellement, à progressivement transférer un certain nombre de budgets complémentaires au sein du CNM pour s'assurer qu'il y ait la meilleure cohérence possible des actions publiques en la matière et qu'il puisse y avoir une simplification pour les artistes, pour les créateurs, les auteurs, les producteurs dans la relation avec ces guichets. J'ai entamé ces dernières semaines les discussions avec les partenaires qui partagent l'ambition de l'État pour le secteur de la musique. Pour la montée en charge du CNM, nous veillerons à assurer une continuité des aides existantes et de leurs modalités de répartition afin de ne pas déstabiliser le secteur et de leur donner aux entreprises et acteurs concernés une nécessaire visibilité. L'idée, c'est de dire qu'on ne fait pas le CNM pour qu'il y en ait moins, évidemment, pour les acteurs concernés. Il faut qu'il n'y ait aucun perdant et au contraire plutôt que des gagnants au service de l'intérêt général. Quatrième priorité de ce budget, c'est de réaffirmer notre souveraineté culturelle. Alors bien sûr, ça passe par l'accompagnement des industries culturelles et créatives, évidemment. Mais ça veut dire aussi de travailler à des dispositifs permettant d'avoir un écosystème le plus efficace, le plus performant possible pour que ces entreprises se développent et que la création libre et diverse soit possible dans notre pays. Cette politique passe par une fiscalité affectée au financement du cinéma, de la production audiovisuelle et des jeux vidéo. Et nous allons réaffirmer cette politique-là. Les taux des taxes sur les éditeurs de télévision et sur les services vidéo seront harmonisés à hauteur de 5,15%. Vous savez que nous voulons lutter contre l'asymétrie de concurrence entre les acteurs traditionnels, historiques et les nouveaux acteurs. Ce qui est en jeu, c'est la pérennité des moyens alloués au fonds de soutien du CNC, et ces ressources devraient en 2020 se maintenir à hauteur de 676 millions d'euros. Et c'est surtout une question d'équité, donc, je le disais, et de neutralité économique entre les acteurs historiques nationaux et les nouveaux acteurs internationaux qui arrivent du numérique, qui arrivent sur nos marchés. Cette question de l'équité est au cœur du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, que je présenterai dans quelques semaines au Conseil des ministres. Début décembre. Le président de la République l'a rappelé, l'enjeu n'est pas de s'adapter à des contraintes extérieures, l'enjeu c'est d'inventer un nouveau modèle, fort des acquis du modèle français, de cette fameuse exception culturelle à laquelle nous sommes si attachés. Un nouveau modèle fort des principes et des valeurs qui ont permis depuis des décennies notre exception culturelle. Un nouveau modèle qui intègre dans notre système de financement de la création audiovisuelle et cinématographique les acteurs qui en sont pour l'instant tenus à l'écart. Dans ce modèle, l'audiovisuel public, bien sûr, doit pleinement jouer son rôle
de première fenêtre vers la culture et l'information de qualité. Il doit notamment être un outil de diffusion de la culture, il doit divertir, il doit émerveiller, émouvoir, informer. Et je veux que nous en fassions ensemble une référence, je dirais même la référence en Europe. Pour y parvenir, notre audiovisuel public doit se transformer. Il doit davantage se distinguer des chaînes privées en réaffirmant ses missions de service public. L'information, la culture, l'offre de proximité, la jeunesse, la cohésion sociale et nationale et le rayonnement international de la France. De tels objectifs communs pour les sociétés de l'audiovisuel public supposent une gouvernance unifiée. Pour s'adapter aux usages liés à la révolution numérique. C'est pourquoi France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA seront réunis au sein d'un groupe public, France Média. Une proposition qui doit très fortement vous rappeler, cher Jean-Pierre, le rapport que vous avez coécrit avec André Gattolin, Madame la Présidente. Je sais que le Sénat a beaucoup travaillé sur ces questions-là et je dois le dire, le rapport et les rapports et les contributions que vous avez réalisées depuis des années sur ces sujets ont contribué grandement à ma réflexion et a contribué grandement à la préparation de ce texte. Avoir une grande ambition pour l'audiovisuel public n'est pas contradictoire avec le fait de lui demander un effort soutenable, il nous paraît soutenable, pour contribuer à la maîtrise de la dépense publique et au rétablissement des comptes publics. Les plans de transformation en cours dans les sociétés devront permettre de combiner maîtrise des dépenses et atteindre des objectifs fixés et des missions qui sont les missions de service public. Ce sont des plans ambitieux mais nécessaires que nous accompagnons et pour lesquels nous soutenons les dirigeantes et dirigeants. La trajectoire financière à 5 ans de l'audiovisuel public, telle qu'elle est définie en 2018, telle qu'elle a été définie en 2018, est confirmée afin de contribuer à la maîtrise de la dépense publique à hauteur de 180 millions d'euros d'efforts à hauteur de 2022. On a tellement dit, et vous avez tellement dit, je l'ai dit quand j'étais député, que c'était insupportable de voir en permanence les budgets de l'audiovisuel public changer d'une année sur l'autre, que je m'astreins à tenir la trajectoire financière qui a été décidée en 2018. Et nous devrons ensemble réfléchir à préparer la prochaine trajectoire financière à partir de 2023. En 2020, l'effort d'économie attendu des sociétés de l'audiovisuel public est de 50 millions d'euros. Compte tenu de l'allègement dont l'audiovisuel public bénéficiera au titre de la réforme de la fiscalité affectée au financement du cinéma, son financement par la contribution à l'audiovisuel public pourra ainsi diminuer de 71 millions d'euros. Cet effort permettra de faire baisser de façon symbolique le montant de la contribution à l'audiovisuel public de 1 euro par foyer. L'émancipation, les territoires, les artistes et les créateurs et notre souveraineté culturelle, voilà les 4 priorités de mon ministère, voilà les 4 priorités de son budget. Pour relever ces défis, pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens et pour leur apporter des changements concrets, nous avons besoin d'un ministère fort. Cela exige donc de transformer le ministère de la Culture. Je vous ai parlé tout à l'heure de la nouvelle direction, je vous ai parlé tout à l'heure de la déconcentration, d'un certain nombre d'interventions au niveau régional. Et donc c'est ce que nous allons faire plus largement, puisque j'ai vraiment engagé une transformation qui obéit à des principes clairs. Simplicité, proximité, audace et efficacité. Nous créerons donc une direction nouvelle. L'administration centrale, pendant de la déconcentration d'un certain nombre d'interventions, sera repositionnée sur ses missions de conception, de pilotage, d'animation et d'évaluation des politiques culturelles. Je veux réarmer intellectuellement et scientifiquement l'administration centrale. Le pilotage des fonctions stratégiques du ministère sera renforcé et je pense à son action internationale, au numérique, tant dans la partie outils informatiques, systèmes d'information, digitalisation des politiques publiques, mais aussi la prospective qui sera renforcée. En outre, une démarche de simplification et de dématérialisation des démarches a été initiée afin de faciliter l'accès des citoyens et des acteurs culturels au dispositif du ministère. C'est ce que nous avons fait pour la procédure, rappelons-nous, de demande de licence d'entrepreneurs de spectacle, et demain, bien d'autres procédures seront concernées. La trajectoire en emploi du ministère a été fortement allégée, parce que je considère que quand on transforme une administration, quand on transforme un corps social, nous avons besoin d'avoir un certain nombre de souplesses qui permettent de recruter des nouveaux profils tout en confortant un certain nombre de missions. Ça nécessite un effort en matière de ressources humaines. Et donc les effectifs du ministère ne seront amenés à décroître que de 15 équivalents temps plein, ce qui est bien moins que ce qui avait été prévu à l'origine. Surtout,
Pour mieux répondre aux attentes des usagers, il importe de garantir de bonnes conditions de travail aux agents. Et le budget 2020 du ministère s'attache également à répondre à cet enjeu essentiel de qualité de travail pour les équipes. Voilà. Excusez-moi, Madame la Présidente, j'ai peut-être été un peu long, mais alors... J'ai fini. Juste une petite conclusion pour vous remercier encore du temps d'écoute qui a été le vôtre. Mais à l'heure du 60e anniversaire de ce ministère, il nous incombe plus que jamais de faire preuve d'ambition en matière culturelle. Nous devons agir au service des Français, de tous les Français, même ceux qui se sentent exclus de notre politique culturelle, qui disent parfois trop souvent « ça, c'est pas pour moi ». Et donc, cela, nous devons y avoir une attention toute particulière. Ce budget, je veux le croire, nous permettra de favoriser l'émancipation de nos concitoyens, soutenir la culture dans les territoires, accompagner nos artistes et nos créateurs et affirmer notre souveraineté culturelle. Voilà, une nouvelle fois, quelles sont mes priorités pour 2020. Merci une nouvelle fois des échanges qui, j'en suis certain, vont être nombreux et fructueux. Je vais essayer en effet d'être brève, mais vous ne m'empêcherez pas un petit peu d'humour. Et donc, Monsieur le Ministre, messieurs, puisqu'aujourd'hui, nul besoin de féminin ni d'écriture inclusive pour vous nommer et vous accueillir. Voilà, je pouvais quand même... Il fallait que je la fasse au nom de la présidente à la délégation aux droits des femmes et de mes collègues. Voilà, c'est un début. Ça, c'est fait. Merci. Après... Mais bien sûr, ce sont des questions beaucoup plus sérieuses, Monsieur le Ministre. Sur le financement de la création audiovisuelle et cinématographique, nous avons reçu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt le président du CNC hier. Il nous a décrit donc les 3 chantiers qui l'attendaient: réforme de la fiscalité, réforme des soutiens, loi audiovisuelle. Il a même évoqué une refonte qui lui paraît nécessaire de la chronologie des médias, Madame la Présidente. Et ces sujets ont tous un lien avec le développement des plateformes qui attirent de plus en plus et sont autant de chances pour la création qu'une menace pour le modèle français de préfinancement et de production indépendante. Donc pourriez-vous, en avant-première, nous expliquer votre stratégie? Bon, là, nous sommes sur le budget. Donc, sur ce sujet et surtout les éventuelles réticences auxquelles vous devez faire face, je pense encore une fois à la remise en cause rituelle des crédits d'impôt culture. Et je n'ose pas regarder Monsieur Carucci. Je vous remercie. Alors, première question, Monsieur le Ministre. Oui, on va répondre de façon... Alors, écoutez, on est, Madame la sénatrice, que des hommes autour de la table, mais croyez-moi, les équipes du ministère sont paritaires au niveau du cabinet et des directions. Là, le choix des collaborateurs n'a pas été sur le point de l'égalité femmes-hommes pertinent, mais la qualité des interlocuteurs autour de moi, même si ce sont des hommes et de bonne qualité, sachez que je suis très attentif à ces questions-là, et notamment au niveau du ministère, nous avons une politique sur l'égalité femmes-hommes qui est très ambitieuse, et vous le savez, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Je ferme la petite parenthèse, mais pour vous dire que sur cette question des industries culturelles et créatives, nous avons un combat majeur à mener. C'est un combat majeur, le combat de souveraineté culturelle avec des acteurs anglo-saxons, des acteurs chinois, qui est d'une violence extrême. Et il faut que nous soyons déterminés, avec une stratégie, avec des moyens, avec une détermination totale. Ça passe par la politique d'accompagnement de nos entreprises en matière de fonds propres, en matière de prêts, en matière d'écosystèmes favorables à la création. Ça passe par la formation, ça passe par des dispositifs éventuellement nouveaux pour nous assurer que les droits de nos acteurs français et européens soient respectés. Je n'ai pas cité dans mon propos la fameuse PPL Assouline parce que M. Assouline, ponctuellement, s'était absenté, mais je voulais le dire parce qu'on a parlé d'un certain nombre de contributions du Sénat à des missions d'intérêt général au niveau culturel. Et j'ai parlé d'un certain nombre de lois et je veux absolument parler de la PPL Assouline qui a été travaillée avec vous, Monsieur le Président, avec vous, Madame la Présidente, et toutes les équipes du Sénat et les sénatrices et les sénateurs. Et nous avons, grâce à cette anticipation, été la France les premiers à transposer
la directive droit d'auteur, sur la partie création d'un droit voisin, droit d'auteur pour les éditeurs de presse, qui a bousculé Google, bousculé Facebook, bousculé les GAFA. Et on voit que leur réaction est inacceptable. Et ça démontre par l'engagement du président de la République, du gouvernement, du Parlement, des professionnels, que nous allons nous battre sur ce sujet-là comme sur d'autres pour garantir notre vision de la société, notre vision de la démocratie, notre regard sur le monde, notre spécificité culturelle et démocratique. Et c'est un combat que nous devons mener sur tous les chantiers, tous les secteurs. Là, c'est la presse, mais c'est vrai pour le livre, c'est vrai pour le cinéma, c'est vrai pour l'audiovisuel, c'est vrai pour le jeu vidéo, c'est vrai pour tout ce qui concerne l'image virtuelle. Nous avons besoin de nous doter des outils, des lois pour gagner la bataille de notre souveraineté culturelle. Et les crédits d'impôt sont des outils essentiels. Je reviens du Canada, et le Canada utilise beaucoup cet outil-là. On est tous à vouloir rétablir les comptes publics, à bien gérer l'argent public, mais c'est un outil extraordinaire au service de cette bataille culturelle, comme d'ailleurs la fiscalité pour le fonds de soutien au CNC. Et c'était logique que les plateformes, les acteurs de l'Internet contribuent à la même hauteur que les acteurs traditionnels. Bref, nous devons nous mobiliser pour accompagner les acteurs, les créateurs, dans ce combat essentiel qui est un combat économique, qui est un combat culturel, et que nous devons vraiment être mobilisés ensemble pour ce faire. Vous avez d'autres questions? Alors, j'en ai une, voilà. Très bien, merci Madame la Présidente. Donc j'ai une question sur la BNF, bien sûr, puisqu'en dépit de la hausse des crédits de cette année, l'établissement paraît fragilisé à court terme, car il doit supporter en bonne partie la charge de l'ouverture du quadrilatère Richelieu, mener des travaux importants de mise aux normes et surtout poursuivre son travail de numérisation des œuvres. Les recettes de mécénat ne suivront sûrement pas. Dès lors, comment l'État entend-il agir pour permettre à ce vaisseau amiral de la culture française de mener à bien ses missions dans une perspective pluriannuelle stabilisée? Et ma troisième question peut paraître plus légère, mais elle est très importante aussi, puisque vous avez dit que cette année, l'année 2020, serait l'année de la bande dessinée. Je voulais juste savoir ce que vous entendiez par là et surtout sur quelle ligne budgétaire nous pourrions avoir cette année de la bande dessinée. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Alors, BNF, oui, c'est vrai que la BNF est en plein travaux encore et avec donc des chantiers d'investissement importants. Nous avons donc pris, pour ce qui concerne le fonctionnement, la décision d'augmenter le budget de la BNF de 2,5 millions pour passer à 186,4 millions. C'est quand même un budget évidemment très important. Il faut quand même avoir ce chiffre en tête. La BNF, c'est un budget, une subvention en tout cas, plus exactement, de 186,4 millions d'euros en 2020. C'est un engagement considérable évidemment pour le budget de l'État. Et il y aura une dotation en fonds propres maintenue à 23,6 millions d'euros pour la BNF, sachant que nous travaillons en pleine concertation avec les équipes de la BNF, notamment pour s'assurer que les travaux à Richelieu puissent aller évidemment jusqu'à leur terme pour ceux qui étaient prévus, mais peut-être qu'il y ait quelques travaux complémentaires, notamment de façade, c'est moi-même qui me suis rendu sur place et qui ai fait en sorte que ça puisse se faire. Ensuite, concernant l'année de la BD, oui, il me semble que c'est important de mettre à l'honneur la BD. Et donc j'ai pris la décision de faire en sorte que 2020 soit l'année de la BD. Et c'est un art qui est populaire, qui a évidemment une dimension artistique, culturelle et patrimoniale très forte, éducative. Et donc nous avons à mobiliser tous les acteurs, les créateurs, les instituts de formation, les libraires, les éditeurs, les différents professionnels qui sont de près ou de loin liés à la BD pour vraiment mettre en haut de nos priorités la bande dessinée. Nous y travaillons avec le CNL bien sûr et des budgets spécifiques dans le cadre du budget CNL sont dédiés pour l'année 2020, année de la BD. Nous travaillons avec Angoulême bien évidemment aussi puisque vous savez qu'Angoulême est le territoire particulièrement tourné vers la BD en France. Merci. Alors, je passe la parole maintenant à notre rapporteur des crédits de la presse, Michel Laugier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, bon, le budget presse, c'est vite fait, c'est le même que l'année dernière, sauf pour l'agence France Presse, où il y a 6 millions de plus, et je crois que ça va leur permettre de vraiment faire leur mutation vers le côté audiovisuel. Alors, ma première question,
Elle est rituelle, hein, ce n'est pas ma question, elle ne vous surprendra pas, elle concerne le sort de Presstalis. L'adoption, ici même au Sénat, de la loi de modernisation de la distribution a bien créé un cadre favorable pour le futur, mais elle n'a pas réglé la question de l'opérateur historique. Presstalis apparaît aujourd'hui encore plombé par un niveau 2 qui concentre les déficits et des fonds propres négatifs à hauteur de 420 millions d'euros. La société tout entière repose maintenant sur la confiance que lui accordent encore les éditeurs, mais qui pourrait peut-être faire défaut. J'ai donc peur que d'ici quelque temps, en dépit des efforts remarquables de Michèle Benbunan, son ancienne présidente, l'État soit appelé de nouveau à la rescousse. Alors, ma question porte donc, au-delà du plan d'aide, sur votre vision de l'avenir de cette entreprise et sur l'implication de l'État, mais également, je crois que c'est fondamental, sur la responsabilité des éditeurs. Monsieur le ministre. Oui, écoutez, vous avez bien résumé les choses, cher Michel. L'État a été au rendez-vous depuis des années de Presstalis pour assurer la pérennité de l'entreprise en remettant en 2018 90 millions d'euros pour assurer le financement de Presstalis. Presstalis a fait des efforts considérables et on ne le dit pas suffisamment, vous le dites. Mais je veux vous conforter dans ce domaine-là. C'est vrai que Michèle Benbunan et puis l'équipe de direction et les salariés de Presstalis ont fait des efforts. Et je dois le dire, dans le cadre d'une relation avec les organisations syndicales constructive. Mais on voit bien que tout ça s'inscrit dans un marché qui est toujours un marché à la baisse. Et donc, il y a encore besoin de prendre des décisions. Et c'est à la nouvelle direction, notamment à Dominique Bernard, qui succède à Michèle Benbunan, de prendre en lien avec l'État les mesures qui s'imposent pour la pérennité de Presstalis. Nous avons pris la décision de créer un cadre nouveau, c'est la réforme de la loi Bichet, qui va permettre, à notre avis, d'avoir une régulation plus efficace, même s'il ne s'agit pas de remettre en cause le travail de celles et ceux qui s'occupaient de la régulation jusqu'à aujourd'hui, mais là, avec une régulation renforcée, autonome, ça devrait nous permettre d'améliorer le fonctionnement de cette distribution de la presse écrite. Nous renforçons les marges de manœuvre de gestion des marchands de journaux. Et on sait bien que dans les territoires, les marchands de journaux ont un rôle très important et ils ont des vraies difficultés de gestion. Donc il fallait les aider. Et on a fait en sorte qu'à terme, il puisse y avoir éventuellement des nouveaux entrants dans ce marché de la distribution de la presse écrite, mais nous ne voulons pas les mettre directement en concurrence avec Presstalis et les messageries de presse lyonnaises, parce qu'il faut du temps justement, notamment à Presstalis, pour trouver, je dirais, son organisation cible la plus adaptée. Donc on lui laisse du temps pour ce faire. Et donc l'État sera aux côtés de Presstalis, l'État sera aux côtés des nouveaux dirigeants. Il faut que les éditeurs de presse aussi soient à côté de Presstalis. Ils l'ont démontré ces derniers mois, mais il faut rester concentré. Et bien évidemment, nous tiendrons au courant le Sénat en permanence des informations qui nous seront parvenues de l'évolution de Presstalis. Merci. Deuxième question, c'est sur les services de presse en ligne. Actuellement, les aides au pluralisme sont réservées non pas à la presse IPG, mais à la presse IPG imprimée. Depuis plusieurs années, des réflexions sont en cours sur ce sujet, mais pour l'instant, il n'y a pas de traduction concrète au-delà du fonds stratégique. Ne pensez-vous pas qu'il serait enfin temps d'accélérer l'aide à la transition numérique ? D'abord, on a étendu, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, dans la réforme de la loi Bichet, c'est pas le même sujet, hein, je suis d'accord, mais je tiens à le dire parce que on a étendu aux kiosques numériques et aux agrégateurs numériques les mêmes critères d'équité, de pluralisme, de diffusion qu'à la distribution physique de la presse. Ça, c'est un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui est un point important de la réforme de la loi Bichet. En ce qui concerne spécifiquement les éditeurs de presse en ligne, effectivement, il y a le Fonds stratégique pour le développement de la presse, le FSDP, et c'est près de 60% des dossiers aidés au titre des FSDP qui ont concerné des SPEL. Bon, donc ce fonds a concerné majoritairement la presse en ligne. Maintenant, il y a la question du taux super réduit de TVA qui est applicable à la vente de la presse en ligne depuis 2014. Et des réflexions sont toujours en cours
avec la presse en ligne pour aller plus loin. Bien évidemment, nous vous tiendrons au courant et je pense que peut-être que sur un certain nombre de sujets, la presse est prête à ce qu'on l'accompagne davantage. Donc on va y travailler, on vous tiendra au courant, bien sûr. Dernière question, elle porte sur les modalités et les conséquences de l'ouverture de la publicité ciblée à la télévision. Ne pensez-vous pas qu'elle pourrait affaiblir les comptes déjà très fragiles des éditeurs de presse quotidienne, alors que même les discussions sur les droits voisins montrent que des relais de croissance ne sont pas évidents à trouver? Bien, c'est une très bonne question. Vous savez qu'on a, tout à l'heure je l'ai dit, un combat culturel majeur. Il faut qu'on rééquilibre l'asymétrie de concurrence entre les acteurs traditionnels et les acteurs nouveaux. Il se trouve qu'en matière de publicité, l'évolution est une évolution vers une publicité de plus en plus segmentée, une publicité adressée. Et c'est d'ailleurs le mode de fonctionnement de la publicité sur Internet, et notamment Google, Facebook, utilisent ces techniques-là. Donc nous devons donner la possibilité à la télévision, aux chaînes de télévision, aux éditeurs de télévision, d'avoir recours à cette technologie-là. Pourquoi? Pour, à volume de publicité horaire équivalent, un meilleur chiffre d'affaires, donc des rentrées financières supplémentaires pour conforter leurs affaires à eux, mais aussi pour contribuer à augmenter la base sur laquelle on fixe des pourcentages d'investissement, d'obligations d'investissement dans la création française et européenne, et la base qui permet ensuite d'alimenter le fonds de soutien du CNC. Donc en augmentant les revenus publicitaires des chaînes de télévision, grâce notamment à l'ouverture de cette publicité adressée et segmentée, on renforce la capacité financière de ces entreprises et on permet d'avoir une base de calcul tant des obligations d'investissement dans le financement de la création française que de financement du fonds de soutien pour le CNC augmenté. Pourtant, on ne veut pas déstabiliser les secteurs de la radio, de la presse quotidienne régionale et de l'affichage, et donc nous avons restreint cette publicité segmentée et adressée à des critères qui excluent la possibilité pour ces chaînes de télévision de mentionner l'adresse précise des établissements d'installation des marques qui seraient amenées, ou des annonceurs qui seraient amenés à faire de la publicité. Et ça, c'est très important parce que c'est totalement la force de la PQR notamment, et de la radio, et des radios associatives et des radios locales. Et donc, on fait le choix de donner des moyens aux chaînes de télévision de se développer, mais on ne veut pas pénaliser les modèles économiques de la radio et de la presse quotidienne régionale. D'autre part, on n'a pas ouvert la possibilité à la télévision de faire de la publicité de promotion de la grande distribution. Vous savez que c'est une grande demande des chaînes de télévision et nous n'avons pas ouvert cette possibilité-là. Et en termes de volume de chiffre d'affaires, c'est un volume très important qui va rester tant vers la PQR que vers la radio. Merci. Alors, je passe la parole maintenant à notre rapporteur des crédits de l'audiovisuel, Jean-Pierre Leleux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, deux petites questions de nature financière, puisque nous sommes dans le cadre du PLF. La première, vous avez évoqué tout à l'heure le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, qui reprend, vous l'avez dit, et reconnu, et c'est bien de votre part, nombre de nos propositions formulées par le rapport que nous avions émis avec André Gattolin en 2015. Sauf un point qui nous paraît important, sur lequel l'on a évoqué d'ailleurs, qui est la réforme de la contribution à l'audiovisuel public, c'est-à-dire le modèle économique de l'audiovisuel public, à travers le passage d'une taxe universelle, et qui constituait de notre part un élément essentiel de notre réforme systémique pour garantir la prévisibilité des ressources et l'indépendance de l'audiovisuel public. Dans ces conditions, pouvez-vous nous confirmer aujourd'hui le calendrier de la réforme d'une CAP dans le PLF 2022, comme vous l'aviez évoqué l'année dernière? Est-ce que votre préférence est d'ores et déjà établie concernant la forme que pourrait prendre cette redevance rénovée? Nous avions proposé cette taxe universelle dite à l'allemande. La deuxième question dans la foulée, pour ne pas perdre de temps, la contribution des plateformes au financement de la création à travers le CNC devrait sensiblement augmenter l'année prochaine pour atteindre
un taux uniformisé de 5,15% de leur chiffre d'affaires. La question que j'ai posée hier, d'ailleurs, à Monsieur le Président du CNC, c'est pour éviter que cette hausse ne constitue une barrière à l'entrée et pour permettre le développement d'une pluralité de l'offre de plateformes, que penseriez-vous d'instaurer un taux intermédiaire, par exemple de 2,5% pendant un temps limité, pour les plateformes qui seront lancées en 2020 afin de tenir compte de leur fragilité de commencement. Ce taux concernerait tous les acteurs, bien entendu, c'est une obligation, en particulier Salto, mais les autres aussi, et ne vaudrait que pour une durée limitée. Et donc, quelle serait votre ouverture à parler d'un taux intermédiaire provisoire pour ne pas freiner l'entrée de certains opérateurs nouveaux? Merci Jean-Pierre. D'abord, sur la contribution à l'audiovisuel public, il y a eu débat, vous le savez, au sein du gouvernement. Il y a un arbitrage qui a été donné. Nous allons pérenniser un système de contribution, en l'occurrence, spécifique pour l'audiovisuel public. Pour l'instant, c'est la CAP. Et on voit que la CAP a toujours un rendement dynamique, c'est peut-être pas le terme, enfin, en tout cas, qui permet que le rendement augmente. Mais cette CAP étant adossée à la taxe d'habitation, que la taxe d'habitation de 2002 sera supprimée pour tous les contribuables, il faut trouver une autre façon d'adosser cette contribution à l'audiovisuel public et éventuellement aussi modifier le mode de calcul. Bon, tous ces arbitrages-là n'ont pas été faits. Nous y travaillons avec Bercy. Je pense que ça vaudra le coup aussi que nous puissions échanger ensemble le moment venu. Et ce moment venu, ce sera au dernier moment le PLF 2022 et peut-être le PLF 2021. En tout cas, pour 2020, ça reste la contribution à l'audiovisuel public telle que prévue aujourd'hui, avec simplement 1 euro de moins, 138 euros en métropole et 88 euros pour l'outre-mer. Pour ce qui concerne la fiscalité du CNC, les 5,15, d'abord, je dois dire que nous avons modifié le taux, unifié le taux pour que nous puissions avoir un rendement égal en 2020 par rapport à 2019. Mais bien évidemment, vous l'avez compris, avec l'arrivée des nouvelles plateformes au fur et à mesure, et on a presque chaque jour la confirmation qu'il y a des nouvelles plateformes qui vont arriver sur le marché français, étant donné que la taxe n'est pas plafonnée, et moi je milite pour qu'elle continue à ne pas l'être, on devrait à terme, alors je ne pense pas que ce soit très dynamique non plus, mais avoir un maintien ou une amélioration du rendement du fonds de soutien pour le CNC. Après, moi je suis prêt à écouter toutes les remarques, mais je pense que nous avons besoin de faire en sorte que ces plateformes contribuent à ce fonds de soutien. Après qu'il y ait une progressivité dans la montée en puissance, c'est pas ce qu'on demande aux chaînes de télévision. Après, on pourra regarder encore s'il y a besoin de le faire spécifiquement, mais en tout cas, c'est pas ce qu'a prévu le gouvernement. Bien, donc les industries. Roger Carucci, qui est rapporteur de cette mission pour la Commission des finances. Chers collègues, avez-vous des points ou des questions sur le sujet, avant que nous passions à patrimoine et culture? Non, Madame la Présidente, je vous remercie infiniment, mais vous me permettrez, comme le rapport sur le budget de l'audiovisuel public, du livre et de la presse ne sera fait que le 12 novembre devant la Commission des finances, il risque d'être nettement moins consensuel que ce qui se passe dans cette commission. Donc, vous me permettrez de conserver, évidemment, les éléments pour la Commission des finances. Clairement, bon, ça fait 2 ans que nous demandons une vraie réforme de la contribution audiovisuelle. Ça fait 2 ans que nous voyons les efforts de l'AFP, mais ces efforts ne sont pas suffisants. Et en tout cas, on n'est toujours pas parvenu à l'équilibre. Il y a un certain nombre d'interrogations, mais qui ne sont pas sur du fond d'ailleurs, mais plutôt sur un rythme, sur les attentes des uns ou des autres, sur les réformes de l'audiovisuel, sur le périmètre de l'audiovisuel public,
les missions de service public et à partir de là, la détermination de son financement. Des efforts sont clairement faits par rapport au CNC, par rapport aux aides à la presse, par rapport à un certain nombre d'éléments, et je pense notamment à la Bibliothèque nationale, et là-dessus, toutes les auditions vont dans le bon sens, même si j'ai toujours des doutes. Par exemple, Monsieur le Ministre, sur le financement du chantier de Radio France. Dans le budget 2019, on était écrit qu'on allait trouver un financement ad hoc pour ce chantier de Radio France. Pour le moment, on n'a pas vu un centime d'euro ad hoc en dehors des budgets de Radio France, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre d'interrogations financières qui, naturellement, seront évoquées en commission des finances dans le rapport que je remettrai le 12 novembre. Mais voilà, enfin, ce sont des questions qu'on connaît bien et qui sont des questions en liaison avec le cabinet du ministre depuis déjà plusieurs mois. Monsieur le ministre, si vous voulez répondre. Oui, monsieur Carucci. Finalement, quand j'entends Roger Carucci, au départ, j'ai un peu peur, puis finalement, il finit par dire, bah oui, il y a des efforts sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et alors, reste la partie audiovisuelle, mais je comprends votre impatience, cher Roger Carucci, mais je vais présenter un projet de loi dont vous avez déjà eu, je le sais, puisque j'ai déjà communiqué sur les grandes lignes de ce qu'il va contenir. C'est sûrement la plus grande réforme concernant l'audiovisuel et l'audiovisuel public depuis 1986. Alors, est-ce qu'on réglera l'intégralité de tous les problèmes de l'audiovisuel dans une seule loi? Sûrement pas, on n'a pas cette prétention-là. Mais je pense que par rapport à beaucoup de demandes, y compris du Sénat, depuis des années, on va essayer, dans ce projet de loi, d'y répondre. Et d'y répondre dans un sens qui va plutôt dans le sens que les sénateurs et certains députés ont avancé depuis des années, pour moderniser l'audiovisuel public, pour réaffirmer ses missions de service public, pour lui donner la possibilité d'une meilleure coordination éditoriale tout en laissant la liberté éditoriale aux chaînes et aux entreprises de service public qui feront partie de ce groupe public, pour permettre à ce groupe public de faire de mutualiser un certain nombre de moyens, d'avoir des effets synergies très importants qui sont faits par les groupes publics et les groupes privés dans le monde qui sont organisés télé, radio, internet en France, enfin, dans leur pays d'implantation, éventuellement à l'étranger. Et cet outil-là, en réaffirmant en plus les missions de service public qui doivent être bien différentes du secteur privé, je crois que c'est de nature à satisfaire un certain nombre de demandes du Sénat depuis des années. Quant à l'environnement de l'audiovisuel en général, on va moderniser la régulation en créant l'ARCOM, qui est une autorité qui va fusionner l'ADOPI et le CSA pour non seulement adapter et renforcer les moyens de la régulation des communications audiovisuelles, mais aussi des communications numériques. On a besoin de faire en sorte que ces plateformes soient aussi responsabilisées dans la régulation et dans leurs actes. Et donc c'est nouveau et c'est structurant, cette révolution de la régulation. Et je pourrais développer évidemment dans l'avenir aussi tout ce qui est la modernisation du financement de la création pour conforter le système français, mais de faire rentrer dans ce système français des acteurs qui n'y sont pas aujourd'hui. Et ce système français doit garantir de créer des champions français, tant dans la télévision, dans l'édition de la télévision que dans la production de contenu audiovisuel et cinématographique, mais aussi de s'assurer de la liberté, de la diversité de la création. Et donc je suis certain que je réussirai peut-être à vous faire changer d'avis sur ce point. Concernant le Radio France, oui, il y aura bien un financement ad hoc des travaux. Nous y travaillons de près avec la direction de Radio France. Je l'ai dit à Radio France, je l'ai dit aux équipes de Radio France, je l'ai dit au Sénat, à l'Assemblée nationale. Le gouvernement tiendra son engagement. Ça sera hors budget du ministère de la Culture et c'est très clairement prévu avec le ministère du Budget et ça sera totalement transparent. Merci, Monsieur le Ministre. Il est vrai que le modèle économique et le mode de financement de l'audiovisuel public est une question importante, voilà, qui forcément mobilise toute notre attention pour les débats à venir. Alors, je donne la parole au rapporteur culture et patrimoine pour terminer l'examen par les rapporteurs. Et Monsieur Nachbar, vous avez la parole pour la mission patrimoine. Merci Madame la Présidente. Je voudrais, pour faire court, mais rappeler tout de même aujourd'hui que l'on constate un intérêt croissant. Étant rapporteur depuis un certain nombre d'années, je peux la comparer sur le moyen terme, un intérêt croissant aujourd'hui des Français pour la préservation du patrimoine, et l'incendie de Notre-Dame n'a fait qu'accélérer le mouvement. On l'avait déjà constaté les années précédentes, et je tiens à dire que le budget
qui s'est exécuté cette année traduisait un effort incontestable et les documents budgétaires que nous avons montrent que cet effort sera poursuivi. Je tiens, Monsieur le ministre, à le dire parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Lorsque les budgets sont bons, et nous en avons connu il y a un certain nombre d'années qui étaient tragiques, si j'ose dire, nous le disions aussi. Donc je rends hommage à l'effort qui est fait pour le patrimoine. J'aurais, concernant le patrimoine, 2 questions précises à poser. D'abord, une sur l'entretien du patrimoine. On sait en France faire de grandes opérations patrimoniales, mais les crédits d'entretien ne sont pas toujours suffisants, aussi bien pour ce qui est des monuments historiques classés que pour ce qui est du patrimoine des collectivités territoriales et des propriétaires privés. Donc, première question, y aura-t-il un effort particulier pour ce qui est de l'État et de son patrimoine? L'effort, on le constate. Mais y aura-t-il aussi un effort particulier pour aider les collectivités locales, dont beaucoup ont un patrimoine disproportionné à leur population et à leur budget, et les propriétaires privés? Et deuxièmement, concernant Notre-Dame, puisque c'est le grand sujet en matière patrimoniale, où en est-on actuellement Notre-Dame? La mobilisation des crédits qui a été importante, les médias en ont rendu compte, permettra-t-elle de couvrir les besoins? Et quel sera, de manière approximative, l'échéancier, car on ne peut pas évidemment avoir de date précise dans un chantier de cette complexité, à la fois pour la consolidation et les diagnostics. Voilà pour ce qui est du patrimoine. Je voulais aussi, en dehors des monuments historiques, appeler votre attention sur cet immense patrimoine non protégé, ni inscrit ni classé dans les territoires. Les collectivités ont de très grosses contraintes budgétaires, et souvent le patrimoine est la variable d'ajustement. Donc quelles sont les actions que l'État envisage d'entreprendre pour aider les collectivités à mieux entretenir, à mieux mettre en valeur, à mieux ouvrir au public leur patrimoine? Et dernière question, le loto du patrimoine a permis, bien sûr, de faire un effort considérable. Je tiens ici à saluer ce qu'il a permis d'obtenir. Sera-t-il pérennisé? Cette année, il l'est, bien entendu. Les recettes pourront-elles être davantage mobilisées en faveur du petit patrimoine? Et êtes-vous satisfait des conclusions de l'actuelle seconde phase du loto? J'en profiterai pour dire, et c'est un clin d'œil, que le Sénat, comme l'a rappelé la présidente, travaille sur le long terme. Vous avez évoqué, je m'en réjouis profondément, le développement de l'éducation artistique et culturelle dans l'enseignement. Le Sénat, pendant des années, et je m'en étais fait l'interprète, avait souhaité que cet enseignement se développe. C'est aujourd'hui un aboutissement dont on espère qu'il sera un succès. Et puis, pour ce qui est du loto, il y a quelques années, le Sénat, dans un rapport, avait souhaité que cela puisse se faire. La réponse des services, pas des vôtres d'ailleurs, mais d'autres services, avait été que c'était une bonne idée, mais qu'elle était impossible à réaliser. Je suis très heureux de constater aujourd'hui que le loto fonctionne, qu'il fonctionne bien. Et c'est pourquoi j'aurais souhaité avoir quelques précisions sur son état actuel. Merci. Sur le volet patrimoine, Monsieur le Ministre. Alors, sur le volet patrimoine, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur de souligner l'engagement du gouvernement en matière de restauration des monuments historiques. En ce qui concerne l'entretien, cette partie-là est stable à hauteur de 50 millions d'euros en 2020. C'est vrai que c'est un sujet qu'il faut avoir en tête et au-delà peut-être même des budgets consacrés sur cette question de l'entretien, c'est la question du partage des bonnes pratiques qui doit être encore mieux systématisée, c'est-à-dire aider non seulement sur les budgets, mais sur de l'ingénierie, y compris pour l'entretien. Je pense que ça serait très utile. Concernant les petites communes et le patrimoine qui se situe dans ces petites communes, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un point important, nous avons un fonds spécialement dédié d'investissement dans les petites communes qui est en augmentation, je l'ai dit tout à l'heure, de 5 millions d'euros. Ça va être 10 millions d'euros en crédit de paiement en 2020, 15 millions en autorisation d'engagement. Donc il y a vraiment la volonté d'orienter les aides vers les plus petites communes de ce pays en matière de restauration des monuments historiques. Je me permets de répondre peut-être à la deuxième partie aussi de votre question. Je reviendrai sur Notre-Dame après pour dire que le loto du patrimoine est de ce point de vue-là aussi un bel outil. Un outil de mobilisation, de sensibilisation et un outil pour aller chercher des moyens nouveaux. En lien avec évidemment la Fondation du patrimoine qui fait un travail remarquable tant sur le terrain qu'au niveau national pour accompagner ce loto du patrimoine, l'organiser même. La Française des Jeux, la Mission Berne, Stéphane Bern lui-même très engagé, qui était un grand succès la première année. Grand succès, mais on peut encore jouer pour la deuxième année du loto. Là, on peut jusqu'à Noël, j'invite ceux qui nous regardent à aller jouer pour le loto du patrimoine, pour aller pour atteindre l'objectif qui a été fixé par la Mission Berne et par la Fondation du patrimoine, un peu plus ambitieux ces objectifs que l'an dernier. Et nous devrons
devrions bien évidemment permettre, avec ce deuxième loto du patrimoine, d'aller toucher non seulement des sites qui sont classés ou inscrits, mais aussi tous les sites qui ne le sont pas. Et dans le choix qui a été fait de sélection du deuxième loto du patrimoine, la part de celle des bâtiments, des sites qui ne sont ni classés ni inscrits est plus importante. Parce que effectivement, les budgets du ministère sont fléchés sur les monuments historiques qui sont inscrits ou fléchés. Et c'est vrai que le rôle de la Fondation du patrimoine historiquement est de s'occuper notamment de ce patrimoine-là. Et le loto du patrimoine est un bel outil pour ce faire. Et nous sommes déjà en train de travailler sur la troisième année du loto du patrimoine. Mais nous ferons bien évidemment un bilan dès que nous aurons le bilan possible pour la deuxième année. Pour Notre-Dame, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il reste sur la sécurisation enlever l'échafaudage. Ça va prendre 4 à 6 mois. Là, les opérations de ceinturage de l'échafaudage de l'ancienne flèche ont commencé en début de semaine. Et il reste à enlever les gravois qui sont sur l'extrados de la voûte. La totalité de ce budget-là devrait représenter un peu plus de 80 millions d'euros. On nous estime à 87 millions d'euros. Et une fois que cette partie-là sera finie, on pourra finir le diagnostic sanitaire total de Notre-Dame de Paris, même si par ailleurs dans d'autres endroits il a bien sûr commencé. Et en parallèle, on aura le process qui conduira à prendre la décision du parti pris de restauration qui est en train d'être décidé. D'autre part, nous avons 922 millions d'euros aujourd'hui d'identifiés de promesses de dons. 69, je crois, ont été déjà versés ou 67 reversés. Et le reste viendra progressivement en fonction des besoins de l'État ou de l'établissement public. S'excuse, exceptionnellement elle ne peut pas être là, elle m'a chargé de vous poser 3 questions, ce que je vais faire dès maintenant. Alors une première question sur l'enveloppe de 345 millions d'euros du PAX sur le PLF 2019, non pardon, 34 millions d'euros du Pass Culture sur le PLF 2019. Cette enveloppe a-t-elle été complètement consommée? Sur quels objets? Elle demande aussi quand nous aurons l'évaluation de l'expérimentation sur les départements avant une éventuelle généralisation. Sa deuxième question porte sur la question du statut des enseignants dans les écoles d'art territoriales. Cela peut avoir une implication, enfin un impact financier pour l'État. C'est un sujet déjà ancien, mais qui peut devenir vraiment problématique pour la délivrance des diplômes. Il y a une question juridique. Et puis enfin, la dernière question porte sur l'architecture. Il y a un rapport valeur de l'architecture qui doit sans doute bientôt être rendu public. Quand doit-il l'être? Et quelles sont vos propositions pour l'architecture et notamment pour la valorisation de l'action architecturale dans nos territoires? Il y a des questions budgétaires en fait qui sont liées au maintien des conseillers architecture dans les DRAC dont on entend dire qu'ils pourraient disparaître. Voilà les 3 questions de Madame Robert. Merci beaucoup Madame la Présidente. Sur le Pass Culture, j'ai évoqué un peu le sujet tout à l'heure, mais je précise, on avait 34,5 millions de prévus, c'est 27,9 millions d'euros après le gel, et on devrait être arrivé vers, on pense qu'on va consommer à peu près 17 millions d'euros. Et le reste sera reversé pour l'année suivante. C'est ce que j'ai dit dans mon petit discours tout à l'heure. Oui, il y a 14 départements et on va augmenter le nombre de départements à une échéance prochaine. Et ce qui veut dire aussi que nous aurons donc plus de jeunes concernés à très court terme dans l'expérimentation. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est qu'il y a une montée en puissance assez exponentielle des utilisateurs du Pass Culture, et à la fois dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Donc ça va être très intéressant de pouvoir faire non seulement les premiers bilans quantitatifs du Pass, mais aussi qualitatifs. C'est-à-dire quel accueil des jeunes, quel retour d'expérience des jeunes et quel retour d'expérience des offreurs aussi. Et ça, c'est très important. Concernant les écoles d'art dans les territoires, vous savez, Madame la Présidente, puisque vous y étiez, que nous travaillons sur cette question-là avec les collectivités territoriales, notamment au sein du Conseil des territoires pour la culture, l'instance qui permet de vraiment assurer un travail
fructueux, nourri, approfondi avec les collectivités, les représentants des associations de collectivités territoriales et d'élus. Et donc c'est d'ailleurs un sujet au cœur de nos préoccupations mutuelles, respectives. Et c'est un sujet qui nécessite un travail dans le temps, mais Madame la sénatrice a raison, c'est un sujet qui doit être regardé de très près parce que ça peut avoir des conséquences budgétaires, mais en tout cas tout ça doit être fait en pleine considération et collaboration avec les collectivités territoriales, et c'est ce qui est fait. Concernant valeurs d'architecture, je pourrais presque faire une audition entière pour ça, parce qu'effectivement nous avons eu la chance d'avoir le rapport valeurs d'architecture qui nous a été remis, qui a été réalisé par un groupe de travail composé d'architectes de grande qualité, notamment bien sûr Marie-Christine Labourdette, la présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, mais il y avait notamment 3 architectes qui ont eu le Grand Prix national d'architecture et qui nous ont fait un rapport sur les valeurs de les politiques publiques en matière architecturale et tout ce que ça veut dire en matière environnementale, en matière sociétale, en matière économique, sociale. Et il y a un certain nombre de priorités comme développer une meilleure médiation de l'architecture en faveur du grand public, en dynamisant la formation au métier de l'architecture et moderniser les conditions d'exercice des architectes, renforcer la dimension interministérielle de la politique publique de l'architecture pour améliorer sa présence dans les territoires, et faire de l'innovation architecturale un outil au service de la transition écologique. Bien sûr, je pourrais revenir plus en détail peut-être une prochaine fois sur ces sujets-là, mais sachez que tant au niveau de l'administration centrale, donc de la Direction générale des patrimoines, Philippe Barba est présent, et je parle évidemment en lien avec lui, la place de l'architecture sera maintenue, voire renforcée, et c'est le cas aussi dans les directions régionales des affaires culturelles, puisqu'il n'est absolument pas question de remettre en cause la présence et le rôle important des conseillers architecture. Très bien, Monsieur le Ministre. Je me tourne vers Monsieur Bargeton. Vous êtes co-rapporteur avec Monsieur Eblé des crédits de la mission Culture et Patrimoine. Avez-vous une ou deux questions complémentaires à poser? J'ai une question complémentaire. D'abord, pour souligner la hausse des crédits de la mission Culture, de 2%. Donc, et puis, sur la Cité du Théâtre, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'avancement du projet et y a-t-il des points de blocage éventuels ou bien est-ce qu'il y a plus de difficultés, notamment du côté de la ville de Paris? Monsieur le ministre. Bien, écoutez, oui, le projet avance. Le marché de maîtrise d'œuvre vient d'être notifié et projet choisi à l'unanimité et qui respecte l'enveloppe budgétaire fixée. Je vous rappelle qu'elle est de 86 millions hors taxes. Je vous rappelle que ce projet sera financé à hauteur de 10 millions par la vente des actuels locaux du conservatoire, par 6 millions de mécénat et 70 millions de crédits budgétaires. Que la maîtrise d'ouvrage sera assurée par un groupement d'intérêt public réunissant l'État et les 3 opérateurs concernés. Et il nous reste à convaincre, et en tout cas de trouver un accord avec la ville de Paris sur les questions de terrain et de fiscalité liées aux aménagements de ce type de structure. Mais je ne doute pas que nous réussirons à trouver un accord avec la ville de Paris, avec qui les échanges sont réguliers et constructifs. Effectivement, sur les sujets qui m'importent et dont vous m'avez confié la responsabilité, chère Catherine, le premier, Monsieur le Ministre, permettez-moi d'abord de le reconnaître et de vous en féliciter. Vous avez tenu parole et vous l'avez dit aujourd'hui sur le CNM. Enfin, le CNM a été porté sur les fonds baptismaux et c'est une bonne chose. Alors sans empiéter sur le domaine de Philippe Narchbar et Alain Schmitz, je vais aussi parler un tout petit peu en allégorie de patrimoine entre les silos et les passerelles. Nous avons auditionné hier Dominique Boutonnat, le président du CNC, et il s'est montré, quand je lui ai posé la question, ouvert à des passerelles. Et il va suivre en tout cas avec intérêt la création de ce CNM. Donc, même si d'aucuns auraient préféré que ces 20 millions d'euros nécessaires à la mise en forme du CNM existent la première année, on comprendra bien qu'en période de disette budgétaire, 7,5 millions soit déjà un bon départ, et sur 3 ans. Le second, le pass culture. Sur le pass culture, là encore financièrement, les montants sautent au rendez-vous. Ce qui crée souvent un problème avec le pass culture, c'est que
par souci d'efficacité, vous avez adopté une organisation très souple, et je dois dire que sur ce point, la création de la SAS Pass Culture a certainement peut-être créé un peu d'émoi, mais en tout cas, c'est dans une logique de start-up, comme vous l'avez avancé tout à l'heure, et là encore, c'est une ambition présidentielle. Et ce qui est mis en place pour essayer d'atteindre cette ambition, je crois qu'on peut le souligner. Ça demande aussi quand même, puisque nous sommes là dans notre mission de contrôle du gouvernement, d'avoir de façon la plus transparente possible, et vous avez ouvert d'ailleurs la voie de vos collaborateurs sur ce sujet, mais d'avoir en temps réel une évolution du pass culture qui pose des questions légitimes à notre commission, et ça je vous en remercie par avance. Roger Carucci est parti, mais j'aurais pu lui dire et lui répondre, pas en votre nom, Monsieur le Ministre, bien sûr, mais assistant et étant membre du conseil d'administration de Radio France, sur la volonté exprimée de faire fonctionner cette institution. La difficulté, ça a été d'annoncer une réduction de la CAP avant même de nous présenter la loi sur l'audiovisuel. La loi sur l'audiovisuel naît quand on connaît le rapport du Sénat de notre collègue Jean-Pierre Leleux et André Gattolin de 2015. Eh bien, il y a quand même une certaine logique dans cette réforme qui était déjà exprimée dans le rapport de nos collègues. Sur la difficulté de Radio France, ça va être maintenant d'arriver à conduire aussi le dialogue social. Et le dernier conseil d'administration en date, Martin Ashjari, a été obligé de nous quitter, mais a été assez évocateur, en tout cas sur le sujet, d'une remise en question du fonctionnement même de cette maison et d'une évolution et d'une réforme qui n'est pas simple, mais j'insiste sur ce point, qui n'est peut-être pas financier, mais qui est particulièrement important. Quant aux travaux de Radio France, on le sait, voilà, espérons ne plus jamais revoir des dossiers de ce type au niveau de notre pays, parce qu'encore une fois, nous sommes ici des élus locaux. Si un seul élu local avait dû conduire des travaux comme ils ont été conduits à Radio France, je crois que nous sommes, non seulement le contrôle de l'illégalité aurait fait 3 tours dans ses chaussures, mais c'est absolument insupportable. Comme vous l'avez dit, l'engagement de l'État est là, et de toute façon, il y a des obligations à réaliser ces travaux. Le 4e et dernier point, c'est sur la loi de l'audiovisuel, excusez-moi, mais là aussi sera certainement une traduction budgétaire un jour ou l'autre. C'est notamment de l'article 30, Monsieur le Ministre, où le piratage, vous le savez, est un mal, on en a parlé récemment, notamment sur tout ce qui touche aux sportifs. C'est un mal profond. La musique et le Centre national de la musique vont concourir justement au fait qu'on ait pu lutter contre ces piratages, et je crois que l'action sur le son a été exemplaire dans notre pays. Gageons qu'il en soit de même sur l'image. En tout cas, cet article 30 devra, dans la version que nous en avons, qui a été transmise au Conseil d'État, l'article 30 devra et nécessitera absolument des précisions pour être le plus efficace dans ce domaine. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur Gonnet de dire, vous qui êtes membre du Conseil d'administration, que l'État s'est engagé, l'État devra tenir son engagement pour les différentes raisons que vous avez évoquées. Et c'est bien évidemment en pleine association non seulement avec le Parlement, mais avec le Conseil d'administration de Radio France que les choses se feront. Quant à la CAP, M. Assouline, beaucoup l'ont évoqué tout à l'heure, mais vous l'avez rappelé tout particulièrement en ce qui concerne l'audiovisuel public. La trajectoire financière, je n'y reviens pas. Il se trouve que le rendement de la taxe, enfin le rendement de la contribution en 2020 sera vraisemblablement supérieur à la trajectoire financière qui a été définie, qui a été votée. Et donc, il y a 2 solutions. Soit on le met, il y a 3 solutions, effectivement. Soit on le met, malgré la trajectoire financière, en plus dans les financements de l'audiovisuel public. On n'a pas fait ce choix-là, pour rester sur la prévision, enfin, sur la trajectoire qui avait été décidée. Il y a de le mettre dans le budget de l'État, le surplus. On n'a pas décidé ça, on a décidé de le restituer aux Français. Ça veut dire que ça peut aller dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le restitue, mais si demain, il y a des besoins supplémentaires par rapport au rendement de la taxe, pour pouvoir s'assurer de la bonne tenue de la trajectoire financière décidée par le gouvernement et le Parlement, à ce moment-là, on serait amené à réaugmenter la contribution à l'audiovisuel public.
Quant au rapport, effectivement, le gouvernement doit produire un rapport. C'est dans, je dirais, les arbitrages finaux entre Bercy et le ministère de la Culture. Et donc, incessamment sous peu, vous aurez ce rapport, monsieur le sénateur et monsieur le président. Ensuite, concernant le piratage, puisque c'est aussi une dimension un peu audiovisuelle, je viendrai sur les ICC aussi, avant d'attaquer le pass culture et les questions qui sont plus des questions patrimoniales. Je vous parlais de Google quand même. J'essaie de trier ça pour que c'est du sens. Voilà. Alors, je disais piratage. Oui, piratage, c'est évidemment un point important, et c'est vous, Alain, qui m'en a parlé du piratage. Oui, c'est vous, Jean-Raymond. Il est clair que pour le piratage, ça reste une priorité. Vous savez que j'ai été le rapporteur de la loi Hadopi. Et donc, je suis convaincu de la nécessité de veiller à ce que les droits des créateurs soient préservés à l'ère numérique, et que les règles qui sont valables dans l'espace physique soient valables aussi dans l'espace virtuel, si on peut dire. Et donc, nous voulons conforter la politique publique de lutte contre le piratage, d'abord en s'appuyant sur ce qui a été fait, qui a été bien fait par la Hadopi, ces équipes que je salue et dont je salue le travail et l'engagement, et qui seront membres intégraux plutôt, ou les équipes, elles sont membres intégrales de l'ARCOM, donc cette nouvelle autorité rassemblant, fusionnant CSA et Hadopi, avec donc des moyens peut-être un peu confortés, notamment des moyens scientifiques et des moyens légaux, et nous allons étendre les missions de l'autorité de régulation en se concentrant notamment sur des nouvelles formes de piratage. Et vous avez raison, monsieur le sénateur, d'évoquer la question du sport. Et nous sommes en train de travailler avec les équipes de la place Vendôme pour notamment réfléchir à des mesures spécifiques de blocage et de déférencement qui viseraient non seulement les sites sources, mais également les duplications, les sites miroirs. Mais ça, c'est un point qui est un point général, pas spécialement pour les sites sportifs, mais concernant les sites sportifs, notamment avec ce qu'on appelle le live streaming, ces retransmissions audiovisuelles en direct de manifestations sportives. Nous sommes en train de travailler, alors c'est pas simple juridiquement, mais travailler à une procédure de référé spécifique pour lutter contre ce piratage sportif qui permettrait aux juges, je dirais presque en avance de phase, de pouvoir prononcer des décisions et les mettre en application tout de suite, car ce piratage est évidemment toutes les actions qui sont jouées sont perdues si jamais elles ont été piratées dès l'origine. Mais nous allons aussi confier à l'ARCOM des moyens nouveaux pour établir des listes noires des sites portant atteinte et de manière grave et répétée aux droits d'auteur, de lutter aux côtés du juge contre la réapparition des sites, le fameux site miroir dont je parlais tout à l'heure, et puis de travailler beaucoup à l'évaluation et à l'incitation à l'utilisation des outils de reconnaissance de contenu qui sont mis en place par les plateformes pour lutter contre la mise en ligne des contenus pirates. Et comme on va donner des moyens à l'ARCOM de pouvoir contraindre les plateformes à respecter un certain nombre de modes opératoires, de moyens mis à disposition des missions qu'on assigne à l'autorité de régulation, on devrait avoir des résultats beaucoup plus importants du côté de ces plateformes, de ces sites pirates, et de mettre la pression sur les intermédiaires, vous savez, ces fameux intermédiaires de paiement ou intermédiaires de publicité. Voilà, donc vous voyez, l'ambition, elle est très forte. On ne veut pas remettre en cause la riposte graduée, qui est tournée plutôt vers l'internaute, parce que c'est un outil qui nous semble être un outil pédagogique pour expliquer qu'il y a des sites légaux et qu'il faut aller sur les sites légaux pour avoir accès à ces œuvres audiovisuelles, cinématographiques, à ces contenus audiovisuels pour permettre le financement de la création, pour permettre le financement du sport, plutôt que d'aller sur les sites pirates. Un petit mot passe culture pour parler et pour répondre à certaines de vos questions, notamment vous, Jean-Raymond. Vous redire donc que ces 27,9 millions net de dégel qui seront inscrits là pour le budget 2019, et on estime à peu près à 17 millions ce qui sera consommé par le pass culture.
Et en 2020, c'est 39 millions d'euros de budgétés, plus les 10 millions de reports qui vont être affectés au pass culture, entre les 27,9 qui sont actuellement inscrits net de dégel, enfin net de gel, ou net de dégel, je ne sais pas comment on dit, et cette prévision de consommation à 17 millions, on n'est pas loin des 10 millions. Ensuite, bien évidemment, nous allons renforcer l'expérimentation avec de nouveaux départements, je ne vais pas encore vous dire lesquels, mais l'idée c'est d'augmenter le nombre de départements et travailler beaucoup sur deux choses, le modèle économique à terme et la profondeur et la largeur de l'offre proposée sur le pass culture. On voit bien qu'il y a encore, notamment sur un certain nombre de territoires, à aller chercher les offreurs pour les convaincre de la pertinence de ce qui est fait. Pour autant, aujourd'hui, on voit que les premiers retours, on aura l'occasion d'en reparler dans un bilan plus large du pass culture, sont bons. Et notamment ces dernières semaines, où il y a vraiment une accélération du nombre de jeunes qui s'inscrivent au pass culture. On est à 26 000 jeunes qui ont ouvert un compte. On estime à la fin de l'année à 35 000 le nombre de jeunes qui auront ouvert un compte. Sur 150 000 qui sont potentiellement en capacité d'ouvrir un compte, c'est quand même important. Qu'il y a eu 26 000 jeunes, donc il y a eu 72 000 réservations qui ont été effectuées, c'est-à-dire actes de réservation, d'achat qui ont été réalisés. Beaucoup pour des livres, mais pas seulement, des spectacles aussi, de la musique, des festivals. Certains retours me disent que les jeunes ont une stratégie d'utilisation de ces 500 € assez élaborée, en disant, voilà, comme on a certains plafonds en fonction de l'achat physique, achat virtuel, ils se disent, tiens, on va acheter tant de livres, on va aller à tel festival, tel spectacle. Enfin bref, ils organisent l'utilisation de leur pass culturel. Et c'est exactement ce qu'on veut. Et on veut exactement ça, en les incitant en plus à aller sur des offres culturelles novatrices. Mais on aura l'occasion d'en reparler si vous le voulez bien. Voilà pour cette audition que vous avez pu suivre sur notre antenne. Pour plus d'informations, vous pouvez lire les articles de la rédaction sur notre site publicsénat.fr. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.